si mon français c'est pas parfait. Et bon, je vais commencer pour lire un petit écrit pour laisser un peu, pour expliquer un peu mon pensée sur l'architecture. Et après, je vais raconter 3 projets qui ont un rapport avec, on dirait, avec les patrimoines. Je pense qu'actuellement, l'architecture diffusée dans les revues spécialisées et dans les médias des masses propose une image éphémère, à la mode, fondée sur la métaphore et l'exagération, qui au fond est privée de sens et qui en général n'est pas acceptable. Je crois que uniquement une architecture moins individualiste est capable de construire la ville. C'est pourquoi nous devons continuer de travailler pour transmettre les valeurs fondamentales de l'architecture, c'est-à-dire la lumière, l'espace, l'échelle et surtout la proportion, de valeurs communes à l'architecture de tout temps et de tout lieu, et nécessaires à l'écriture de la symphonie urbaine. L'architecture, à mon avis, n'est pas immuable, mais ces valeurs, elles les ont. À travers l'architecture, j'aimerais créer des atmosphères, un paysage dans lequel se déroulèrent les activités humaines. En ce sens, je ne considère plus les bâtiments comme un espace que comme un objet. Dans cet espace, je cherche à générer des séquences et des parcours, en ménageant des transitions et en provoquant des contrastes. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de jouer avec les contextes, pour m'insérer sans forcer et travailler sur les éléments qui définissent l'architecture. Ainsi, je fais en sorte que mes projets s'intègrent dans un contexte auquel ils apportent quelque chose de nouveau, comme une strate supplémentaire de manière naturelle. À mon avis aussi, c'est passionnant de construire dans des espaces urbains, chargés de toutes les traces que les architectes ont peu à peu laissées avec leurs bâtiments et qui forment un palimpseste sans fin. C'est une façon de percevoir le temps comme durée, selon Henri Bergson. Ajouter, reconfigurer de façon différente, cela signifie accorder l'architecture à d'autres plus anciennes et continuer les discours commencés par d'autres aussi. À mon avis, l'objet architectural finit par faire partie d'un paysage, en assumant une transcendance où l'œuvre doit compléter un tout, achever un fond, en associant un paysage au paysage qui l'entoure. L'homme et la société vivent au long des siècles dans ces cadres qui se renouvellent sans cesse comme un palimpseste. Quand on travaille sur des sites chargés d'histoire, il arrive parfois que l'on doive se mesurer non seulement avec ce qui existe, mais aussi avec des traces d'architecture qui ne sont plus présentes, mais qui pourtant appartiennent à la mémoire collective. Il s'agit de mettre en lumière cette mémoire en la réintégrant dans ce système de valeurs contemporaines. Le premier projet que je vais raconter, ça c'est le centre culturel de las Escuelas Pías à Lavapiés. C'est un projet résultat d'un concours que j'ai gagné en 1996 et que j'ai fini en 2004. Voilà d'abord les sites. Les quartiers de Lavapiés, c'est un quartier au centre de Madrid, un quartier des plus anciens de la ville et des plus denses, à peine transformé dans les réformes du XIXe siècle. Au centre, on voit les Escuelas Pías, ce qui reste d'un ancien collège des piaristes qui a été brûlé pendant la guerre civile et qui a demeuré en ruine pendant presque 40 ans, 50 ans,
excusez-moi, 50 ans, et que finalement, en 1996, on a fait les concours. Ça, on voit quelques vues de comment il était auparavant de l'intervention. On dirait qu'il s'agissait, quand on a brûlé l'église, on a brûlé les monastères, les collèges, mais la ruine était très remarquable. Il avait un air d'être une ruine romaine, et c'est pour ça qu'aux années 60, on a décidé de préserver la ruine, de ne pas reconstruire l'église, mais de faire comme un petit jardin, un peu à l'anglaise, en faisant une ruine romantique. On a fait une plantation des arbres même au centre de l'ancienne nef centrale. Mais ça ne fonctionnait pas. La ruine perdait sa qualité, elle s'abîmait, il y avait des dégâts. C'est pour ça que dans les concours, on a proposé une idée très vague, parce qu'elle n'est pas très concrète, mais on a proposé de faire quelque chose pour utiliser la ruine. On voit d'autres images. Ce sont des images des chantiers, mais qu'on voit encore l'état de la ruine comme elle était avant de l'intervention. Donc, il s'agissait, comme j'ai dit, c'est accepté pour tout le monde, qu'il s'agissait d'une ruine très intéressante, comme une ruine. Peut-être plus intéressant que l'église quand elle était finie. Il s'agissait d'une construction du baroque, mais sa construction, sa matérialité ressemblait plus à une ruine romaine. Et ça ressemblait beaucoup, par exemple, au temple de la Minerva Medica à Rome, qui est une ruine aussi, un espace central, un peu comme la Scuola Spies. Et c'est pour ça que j'ai décidé de maintenir la ruine, mais en l'occupant, parce que on avait besoin de faire quelque chose pour que le dégât ne continue. Ça, c'est une image des Pyrénées. C'est une image des temples d'Antonino et Faustina au fort romain, au fort de Rome. Et c'est intéressant parce que c'est un exemple de comment, pendant le Moyen-Âge jusqu'à un néoclassicisme, on a utilisé les ruines romaines. C'est-à-dire, on les a réutilisées pour en faire d'autres constructions. Une transformation assez habituelle, c'était de faire une église au cœur des temples anciens, comme celui-là, mais en conservant tous les éléments des temples antiques, anciens. Il y aurait aussi d'autres exemples. La cathédrale de Syracuse, par exemple, que c'est un ancien temple grec transformé dans la cathédrale de Syracuse. Mais c'est, disons, un exemple que, à mon avis, on pourrait utiliser pour faire cette intervention dans la ruine. C'est-à-dire, ne pas reconstruire, ne pas restaurer, réutiliser la ruine, mais en conservant la ruine telle qu'elle était. Voilà quelques esquisses. Il fallait quand même de faire quelques transformations à l'intérieur pour que la ruine pourrait être utilisable. On devrait fermer et couvrir l'espace. Et ça, c'était les problèmes surtout. Fermer l'espace, et on avait besoin pour fermer l'espace de construire de nouveaux murs qu'on a construit, on verra, avec des matériaux réutilisés de l'ancienne ruine. Et pour couvrir, j'avais pensé de faire une couverture plus légère pour montrer qu'il ne s'agissait pas d'une reconstruction de la voûte ancienne, de la voûte en version ancienne,
mais plutôt de faire comme une espèce de brise-soleil pour la nef centrale qui permettrait de maintenir l'esprit d'une ruine couverte provisoirement et en même temps pour couvrir l'espace central du dôme, du tambour, du dôme, les couvrir avec une toiture plus basse parce que comme ça on pourrait maintenir l'image de la ruine par l'extérieur, c'est-à-dire cette vide du tambour et ne pas avoir l'impression que l'espace était complètement occupé. Il s'agissait en tout cas de maintenir l'esprit d'un non finito, c'est-à-dire une construction fragmentaire sans un style prédéterminé. J'ai rejeté en même temps que l'idée de la reconstruction, aussi l'idée du contraste, de faire une architecture moderne en contraste avec l'ancienne. J'ai pensé que pour remarquer la ruine, pour la donner l'importance qu'on devrait, il fallait faire une construction plus discrète, plus centrée sur les éléments nécessaires, absolument nécessaires. Pas d'autres de style, pas d'autres plus personnels, d'autres qui peut-être pouvaient faire la compétence à la ruine. Donc, il s'agissait de faire une architecture sans style, une architecture centrée sur la matérialité et sur la construction. Et en même temps, une architecture caractérisée pour l'idée du non finito, c'est-à-dire d'une architecture fragmentaire. Voilà donc les projets. Je vais faire une promenade à travers le bâtiment. Ici, on voit le plan masse du projet. Il s'agit d'une intervention assez complexe. J'ai fait pas seulement la reconstruction de l'église, mais aussi j'ai construit un bâtiment nouveau à côté pour une faculté universitaire qui à laquelle appartient aussi la bibliothèque. Et en même temps, j'ai reconstruit les deux places qui sont à côté, un nom, surtout la place de Agustín Lara, où j'ai fait un parking que je ne vais pas montrer ici, mais c'est aussi intéressant parce qu'il y a un escalier très intéressant qui donne un esprit d'architecture souterraine, qu'à mon avis c'est aussi intéressant, mais qu'on n'aura pas le temps de l'expliquer. C'est pour ça que je passe à expliquer simplement, à décrire, à montrer l'église et les bâtiments nouveaux. Parce que on dirait que tantôt les bâtiments nouveaux comme l'église, ils répondent au même esprit. C'est-à-dire, c'est le parti de la ruine qui ont été sur tous les projets. C'est le parti de la ruine, et ça signifie, c'est le parti de la fragmentation, c'est la partie de la matérialité, c'est la partie du non finito, et c'est la partie de l'unité dans ces principes de toute la construction. C'est-à-dire, même en faisant une architecture nouvelle, l'esprit de l'ensemble est surtout dirigé par la présence de la ruine. Ici, on voit le plan rez-de-chaussée. Les éléments qui sont dessinés en rouge, sauf la partie supérieure, ils appartiennent à la ruine. Ce sont les éléments qui ont resté de la ruine. On a dit construire un mur supérieur, et c'est un mur triangulaire qu'on voit dans la partie supérieure à droite, pour enfermer
l'église pour enfermer l'espace de la bibliothèque. Auparavant, l'église elle était formée par une seule nef centrale, avec les dômes centrales, avec les tambours et la coupole. Mais j'ai ajouté aussi une autre nef latérale pour possibiliter un développement plus grand de la bibliothèque. Et aussi pour faire, disons, une transformation de l'espace central. On dirait que l'espace devrait changer substantiellement parce qu'auparavant, on entrait pour la façade principale, mais maintenant, on avait construit une place que ça devait être l'entrée principale. Donc, ça a changé complètement l'organisation intérieure de l'espace. On organisait comme ça une espèce de promenade architecturale qui commençait depuis l'entrée, qui continuait à travers de l'espace public d'information, avec les comptoirs d'information du pré comme ça. Et après, on arrivait à la nef centrale qui était l'espace de lecture. Ça changeait complètement disons la symétrie originelle de l'espace quand on entrait par la façade principale. Voilà la coupe. Dans cette coupe, on voit à Roche la coupe de bâtiments nouveaux bâtiments. C'est la faculté de l'université à distance. Et la voûte, on dirait la voûte, c'est pas exactement une voûte, c'est, comme je disais auparavant, c'est une espèce de brise-soleil en bois lamellé qui couvre avec une seule pente l'église. L'église et la deuxième nef latérale qu'on a construit aussi et qui n'existait pas. On a utilisé cette seule pente pour faire une intervention plus forte et en même temps moins stylistique et plus constructive. Il s'agissait de montrer comment on pourrait couvrir cet espace d'une façon la plus simple possible. À gauche, sur la coupe du bâtiment public, du bâtiment de la faculté, on voit aussi les puits de lumière qui permettent d'introduire la lumière à l'intérieur de la salle de conférence qu'on verra après. Voilà la coupe longitudinale avec les différentes toitures. La toiture qui couvre les tambours. On voit comment le tambour reste vide à la partie supérieure et on couvre dans ce niveau inférieur le tambour. Il y a aussi une espèce de crypte en bas pour les livres, pour les rayonnants aussi des livres. Et à droite, on voit la nef centrale avec au fond la nef latérale et avec la voûte en verso, le brise-soleil en verso. On voit aussi les puits de lumière qui permettent de séparer les dômes centrales de la nef centrale. On dirait qu'on a fait une architecture plus analytique. On voulait séparer, on pourrait dire comme ça, la nef de l'espace central, un peu retourner à l'origine de ces éléments. On dirait la rotonde, c'est un élément qui appartient à une tradition architecturale de l'état tardif de l'Antiquité, tandis que la nef centrale appartient à une tradition de la basilique. C'est dans le baroque qu'on a uni ces deux parties, c'est même dans la Renaissance, Bramante, qui a fait Santa Maria à Milano, où il a introduit cette typologie avec la rotonda et la nef basilicale. Je voulais séparer ces éléments à travers cette puits de lumière qui permettait de différencier les deux espaces. Voilà la maquette.
la partie de la rotonde. On voit aussi comment elle s'ouvre un peu à côté gauche pour introduire la lumière dans l'espace et aussi pour voir à travers cette puits de lumière le mur supérieur du tambour qui reste vide. La coupe à travers de la nef centrale, c'est la coupe, disons, longitudinale, où on voit aussi les rayonnants sur la nef. Ça, c'est un peu changé. Ça, c'est pas exactement comme ça dans la construction. On dirait que ça a été un projet très élaboré parce qu'on a fait les projets proprement dit, mais aussi le chantier, il a permis d'introduire des changements importants, de simplification et aussi de réflexion importants qui ont transformé quelques parties du projet originel. Voilà la façade nouvelle. Cette façade qui permet de fermer la nef, l'espace intérieur de la bibliothèque, c'est construit, comme j'avais dit auparavant, avec les restes, les débris de l'ancienne ruine, quelques parties qui n'étaient pas possibles de la reconstruire. On a utilisé la brique ancienne pour reconstruire cette façade. Pas toute la brique ancienne, parce qu'il ne suffisait pas pour faire ça, mais une partie importante. Même on a montré cette brique les plus caractéristiques, qui c'était comme des objets d'art, on pourrait dire comme ça, qu'on les a placés, comme on verra après, d'une façon verticale pour voir comment ils sont construits. C'est comme on dirait, pour les montrer tels qu'ils sont. Et aussi, on a fait une espèce de lapidarium avec quelques éléments d'une ancienne porte en pierre qu'on a trouvée dans la ruine. La toiture, c'est une toiture en 5, d'un seul pente, comme j'avais dit déjà. Et on voit que c'est la gouttière et la pluviale, les éléments qui composent la façade. Même comme la gouttière croître grâce à l'inclination, à l'angle de la façade qui proportionne le lotissement, elle construit cette ligne de la façade. Et il y a aussi deux fenêtres qui permettent de voir depuis l'intérieur de la bibliothèque la place d'Agustín Lara. Ici, on voit la construction de cette façade qui a été complètement construite en briques. À droite, on voit les anciens briques réutilisés. Et même à Roche, on voit quelques-uns. On va voir maintenant quelques images de la construction du bâtiment. Ici, on voit les poutres et les poteaux construits en béton armé avec une texture, un coffrage de bois qui a, disons, qui a une texture aussi très forte, et que avec cette texture, on essayait de réfléchir à propos de la texture de la ruine, c'est-à-dire en s'agissant d'un matériel complètement moderne, il avait l'aspect, il avait l'apparence, on dirait, d'un matériel ancien grâce à la texture des coffrages en bois. On voit comment on a placé la structure en bois lamellé-collé, une grande poutre de 21 mètres de longueur, appuyée sur le mur ancien. Et on voit là-bas aussi une poutre triangulée
qui s'appuie sur cette poutre principale. On voit ici les structures déjà beaucoup plus avancées. Et voilà le bâtiment déjà fini. Ça, c'est la vue depuis la place d'Agustín Lara. On voit la nouvelle façade que j'avais déjà décrite. On voit la présence de la ruine, qui c'est surtout l'élément plus remarquable dans l'ensemble, avec sa texture, avec sa forteresse, on dirait, et son caractère de fragment. C'est pour ça que même la façade nouvelle qu'on ajoute, elle continue avec ce langage du fragment. C'est la ruine, c'est les dômes qui occupent le centre de la composition, tandis qu'il y a les deux fragments, les fragments anciens à droite, qui n'a pas été reconstruit, et le fragment à gauche, que c'est la fermeture de la nef centrale, la nef latérale de la bibliothèque. La vue de la façade, avec les différents types de briques, les briques anciens, on dirait, qui sont placés comme on les voit en vertical. Il s'agissait aussi de montrer les principes constructifs toujours. Le langage était seulement constructif, non ? C'est pour ça que au moment qu'il s'agit simplement de faire une fermeture, de ne pas appuyer aucun élément constructif, on place les briques comme on voit à droite, la partie supérieure. On commence la promenade par l'intérieur. Ça, c'est l'espace de poutres en béton. C'est le comptoir d'information et l'espace de consultation de la mérothèque. Ici, il y a une continuité avec les pavages de la place, parce que le niveau de cet espace, c'est le niveau de la place, pas le niveau de la nef principale de l'église. C'est pour ça qu'on continue avec le même traitement du pavage, ce pavage portugais qu'on avait introduit aussi dans la place. De cet espace, on voit en bas l'espace central de la nef, avec l'occupation du centre et la texture des murs qu'on a laissé en ruine, on dirait. On voit aussi une autre perspective depuis l'espace de consultation, l'espace d'entrée vers la nef centrale. Finalement, après cette promenade, on arrive à l'espace central de la nef, où on voit la voûte en versant, construite comme un brise-soleil, les puits de lumière, et la rotonde centrale, le dôme central. Il y a ici, on dirait, deux éléments fondamentaux. D'abord, les murs anciens, qui sont les fonds, qui constituent les fonds du projet, tandis que les éléments des mobiliers et surtout la lumière artificielle donnent une échelle humaine à l'espace. On dirait qu'il s'agissait de transformer un espace sacré dans un espace laïque, de transformer une église dans une bibliothèque. C'est un temple laïque, vraiment le temple laïque du livre. Mais pour faire ça, on devrait introduire une nouvelle proportion. On devait rester donc le mur de l'église comme un rapport de fond, si on établit un rapport figure-fond, on dirait que les fonds, ce sont les murs de l'ancien espace sacré, tandis que la figure, serait les mobiliers et les éléments de lumière, et aussi les gens qui occupent l'espace. Ici, on voit comment il y a une dilatation de l'espace
par contraste, en revanche, de l'ancienne symétrie de l'espace central baroque. Et on voit aussi une dilatation de l'espace à côté qui permet d'introduire cette deuxième nef latérale et même cette deuxième étage qui sert aussi d'espace de lecture. Il y a aussi un jeu un peu ironique à travers de la référence à le cœur d'une église avec cet espace de lecture, avec les rayonnages qui ressemblent un peu cet espace de cœur des églises. L'espace central, c'est l'espace plus, on dirait, plus symbolique, avec la grande lampe, et aussi l'espace de lecture et les rayonnants circulaires qui entourent cet espace pour possibiliter le passer derrière sans déranger les gens qui sont en train de lire. Une vue en sens contraire, avec aussi les mobiliers, cet mobilier que j'ai dessiné aussi. Moi, je peux dire que j'ai dessiné toutes les choses, même les mobiliers, les lampes, tout ça, ils sont dessinés par moi. Ici, on voit aussi un élément intéressant, c'est-à-dire la grande fenêtre horizontale qui s'est au fond et qui permet aussi de voir la ruine de la façade ancienne, mais qu'on ne peut pas traverser. Cet jeu d'arriver jusqu'à ce point, de voir la façade et ne pas les traverser, il faut aller derrière, il faut retourner pour entrer d'autre côté pour voir cette façade. C'est lutter un peu contre l'image de la continuité de l'espace baroque originel. Et notre vue plus particulière de l'espace central. Un peu le contraste entre les éléments nouveaux, les rayonnants par exemple, et la ruine, les éléments qui restent en ruine. Après, on continue par l'extérieur. On voit cet espace qui était une ancienne atrium entre la façade et la nef principale, où il y a maintenant cette grande fenêtre qui permet de voir l'intérieur de la bibliothèque depuis l'extérieur, mais qu'on ne traverse pas. C'est un espace qui demeure en ruine et que sert un peu pour différencier l'intervention tout à fait, on dirait moderne, avec la grande poutre en béton armé, les grands verres, mais qui reste en rapport avec l'ancien à travers la matérialité, à travers la texture. C'est pareil un peu les rapports entre les bâtiments anciens et les modernes. Le bâtiment moderne, il s'agit d'un bâtiment construit avec une structure en béton et en fer aussi, mais qui, avec les fenêtres qui sont avec un dessin qui ressemble un peu à Asplund, un peu à Alvar Aalto, même Caen, et qui appartiennent, on dirait, à la tradition moderne. Mais par contre, c'est la continuité matérielle de la brique qui permet établir cette continuité avec l'église ancienne. C'est-à-dire, il y a toujours un rapport de contraste et d'analogie entre l'ancien et le nouveau. Mais un contraste qui n'est pas un contraste, forte, c'est un contraste un peu ambigu
Et avec ça, on peut distinguer qu'est-ce que c'est nouveau, qu'est-ce que c'est vieux, mais en même temps établir une unité faire un ensemble, on dirait. La façade aussi du bâtiment nouveau, il y a quelque chose d'ancien aussi. On dirait que on voulait faire un mur très épais, avec un contraste volumétrique, c'est-à-dire que les fenêtres ne sont plats, ils sont une profondeur qui permet faire un mur qui est plus profond, plus à l'ancienne, on dirait, plus comme c'était le mur ancien qui est profond, mais qu'en même temps, avec la ligne inférieure, la ligne horizontale inférieure, permis de comprendre qu'il s'agit d'un élément qui ne s'appuie pas dans les sols, c'est que n'est pas un mur de charge, mais que c'est un mur de revêtement, et qui s'appuie réellement dans une structure en fer, comme on le voit là-bas. C'est-à-dire en contraste, ça serait l'opération en contraste avec l'architecture ancienne. L'analogie, ça serait les volumes, ça serait la ligne d'ombre, ça serait la profondeur du mur. Voilà le bâtiment nouveau, avec les rapports entre le mur et le plan rez-de-chaussée, les sous-basements, que c'est un sous-basement léger, avec une structure tout à fait moderne. On commence maintenant à voir l'intérieur de ces bâtiments. Ça, c'est le plan rez-de-chaussée. On dirait que c'est un espace pas perdu, qui introduit à l'intérieur du bâtiment la place extérieure, l'espace extérieur. C'est pour ça que les matériaux, ça appartient à l'extérieur. C'est la brique, c'est le béton armé avec la texture forte, comme nous avions vu déjà dans l'église. Et aussi les poteaux en béton armé qui caractérisent, qui donnent un peu l'échelle, aussi la proportion à cet espace. On voit sur le fond l'escalier, que c'est l'élément qui unit et en même temps établit la différence entre les bâtiments anciens et les bâtiments nouveaux. Voilà cet espace intermédiaire entre les bâtiments anciens et les bâtiments nouveaux, qui s'est occupé par l'escalier et qui devient, avec cet état en ruine, comme une espèce d'espace d'un château, on dirait, non? Sur cet espace, s'est placé l'escalier. L'escalier qui a cette image un peu piranesienne, on dirait, construite avec des matériaux complètement modernes, en béton armé, mais avec une texture qui, comme nous avions vu dans les poteaux et les poutres de la bibliothèque, a aussi cette référence au passé, à travers la texture. On voit aussi les rapports entre les bâtiments anciens et les bâtiments nouveaux. On a utilisé pour l'intérieur du bâtiment nouveau aussi la brique, mais une brique moderne. Une brique moderne qui établit aussi cette différence et cette analogie avec les matériels anciens. C'est-à-dire, il s'agit toujours de la brique, il s'agit toujours des matériels irréguliers avec une forte texture, même comme le béton armé. Mais en même temps, il s'agit de matériel moderne, par contraste avec les matériels anciens de murs de l'église. Il y a beaucoup d'importance aussi dans cet espace de la lumière, parce que cette pénétration de la lumière à travers le puits de lumière permet d'éclairer
le mur de l'église et renforcer aussi la texture. On dirait que l'escalier vu d'en haut a l'aspect de l'apparence d'un élément très léger. Tandis que si on la voit d'en bas, c'est un élément très fort, très puissant. C'est aussi une opération de contraste, non? La légèreté de l'escalier vu d'en haut, recouvert en bois, avec cette parapète très léger, et le mur de l'église très forte. Voilà la salle de conférence. C'est construit aussi en briques. La partie inférieure, on dirait colonisé avec ce mur blanc pour occuper, disons, l'espace. On dirait qu'on voulait contraster un certain esprit de confortable pour les espaces occupés, pour les classes et pour la salle de conférence, en contraste avec les structures qui étaient plus fortes, qui étaient plus en rapport avec la ruine, avec la continuité matérielle de la ruine. Dans le même esprit, on voit les classes de la faculté qui ont beaucoup de bois. On voit aussi les fenêtres qu'on avait vues par l'extérieur. Il s'agit des fenêtres qui permettent de ne voir pas depuis l'extérieur l'intérieur des classes, mais qui, par l'intérieur, elles permettent, disons, dessiner, centrer le vue et avoir un certain sens d'intimité, mais en même temps avoir un rapport avec l'extérieur. On dirait qu'il y a aussi un jeu un peu sophistiqué entre les éléments horizontaux, des fenêtres horizontales, qu'on dirait qu'ils sont plus modernes, et les fenêtres verticales qui ont un rapport avec les fenêtres de l'ancienne église. Et finalement, on verra la toiture, la cafétéria qu'on a installée dans la terrasse du bâtiment nouveau et qui est conçu comme une espèce de place supérieure. On a choisi aussi le même matériel pour les sols, les matériels portugais, les pavés portugais. Et on voit ici de cette espèce de place surélevée les tambours de l'église dans une sorte d'apparence qui à moi me ressemble un peu cette image de Piranèse des ruines romaines quand c'était couverte, presque enterrée, ou des temples anciens, des temples égyptiens, au temple de Flaubert par exemple, on dirait comme ça. Cette idée de l'enterrement, de la ruine, qu'on peut voir ici, c'est une façon, disons, pas naturelle, mais intéressante de ce point de vue. L'autre projet, la place du Parvis des Reims, c'est un projet que j'ai fait en collaboration avec le bureau Tino Ballan. Et après un concours que nous avions gagné ensemble en 2003. Il y avait aussi un concours que j'avais gagné en 1992 pour étudier les abords de la cathédrale. C'est un concours d'idées, pas exécutif, pas pour faire les projets. Mais déjà,
on avait déjà réfléchi à propos du problème de cet espace, de ces abords de la cathédrale, qui ont subi une grande transformation depuis le temps de la Révolution et surtout après la Première Guerre mondiale. À gauche, on voit en jaune les espaces qui entouraient la cathédrale avant la Révolution. Il s'agissait des espaces d'une géométrie très irrégulière, des espaces très petits. Donc les îlots, ils étaient cette tache noire qu'on voit ici. Et entre cet espace très réduit apparaît la cathédrale. Ça proportionnait à la cathédrale une monumentalité que aujourd'hui c'est complètement perdu. On voit aussi à droite l'état de cet espace, à bord de la cathédrale au XIXe siècle, au moment qu'on avait déjà fait quelques transformations, mais encore il restait la plupart des îlots. L'état, avant de faire les projets, était cela. Il avait une grande place, la place du cardinal Luçon, une place d'une géométrie symétrique très, très forte, une symétrie qui est d'une grandeur et une profondeur très grande. Il était un espace large, long et très symétrique, et qui restait proportion à la cathédrale. Les problèmes, c'était qu'on ne pourrait pas reconstruire les îlots, ça a été une opération impossible, mais c'est qu'on pourrait pas, disons, simplement faire une transformation du pavage. Ce n'était pas une question de faire ça. Il s'agissait d'une question plus compliquée, plus complexe. On devait faire une architecture du sol, comme justement on a dit M. Rambert. Et cette architecture du sol pourrait être l'opportunité de donner à cet espace de la cathédrale de nouvelles proportions. On voit ici le plan du projet. Il s'agit de faire une double opération. Disons, en somme, il s'agit de faire un espace plus fragmenté. De fragmenter cet grand espace de la place qui existait, changer complètement la géométrie et introduire aussi une topographie. Pour faire cette topographie, on avait utilisé une référence lointaine, mais une référence des anciens îlots qui restaient maintenant comme des sous-basements, des plateformes qui seront occupées pour différents types d'espaces. Le jardin du palais de justice qu'on voit à gauche, une autre plateforme plus dure avec pavé à droite. Il y a aussi des talus entre cette plateforme et l'espace central. Et aussi, on a reconstruit l'ancien parvis de la cathédrale. Le parvis, qui c'était l'espace sacré qui appartenait, on dirait, au sacré de la cathédrale et qui avait été détruit aussi au XVIIIe siècle. Toute cette fragmentation permet d'établir une nouvelle échelle en rapport avec la cathédrale. Une nouvelle échelle et une nouvelle géométrie. Une géométrie plus complexe où on peut aussi introduire différents axes des perspectives qui vont, en un certain sens, affaiblir l'arc central de la cathédrale, de la façade de la cathédrale, et faire un espace plus complexe, moins rigide
et moins vide. Voilà la vie de l'espace déjà construit. Il s'agit quand même d'introduire de plus d'éléments. Il y a une banque en pierre massif qui entoure ces plateformes. Il y a les pavages en granit de l'espace central avec le talus. Et il y a aussi les jardins, l'espace des jardins du palais de justice. Pour les pavages aussi, il y a différents traitements, on le verra pour l'espace des plateformes et pour l'espace du parvis, en contraste avec l'espace central du pavé gris. On voit une vue voile d'oiseau depuis la façade de la cathédrale, depuis les tours de la cathédrale. On pourrait se rappeler un peu de l'espace comme il était auparavant, cet espace rigide, très grand. On a diminué la largeur de l'espace. On a raccourci aussi l'espace central avec les deux plateformes. Et on a modifié la topographie avec le talus et les sous-basements de plateformes. En premier plan, on voit aussi le parvis de la cathédrale. Une vue au niveau rez-de-chaussée. Une vue d'une des plateformes. On dirait qu'ici, il y a aussi de petites ambiances qui sont, on dirait, enfermées en soi-même. Ce sont des ambiances de plateforme. Et la cathédrale, elle devient le fond de cet espace paysagiste, mais qui proportionne une certaine distance, cet espace de la plateforme. Une distance convenable entre la façade et l'espace proprement dit. Les parvis avec la banque qui permet aussi de voir à l'échelle appropriée les sculptures et les grandes sculptures de la cathédrale. Les banques, du parvis. Cet autre axe qu'on a introduit, l'axe perpendiculaire vers la façade du palais de justice, on voit comment l'espace il est transformé, il a devenu plus étroite de ce point de vue, plus longitudinal, plus allongé vers la façade du palais de justice. On voit aussi comment la végétation introduit ces fonds qui n'existaient pas avant. Le talus et les bancs en pierre massif. Il s'agissait aussi d'introduire des éléments constitutifs des matériaux très fortes parce que on devait être, disons, à l'auteur de la cathédrale. Non, on ne pourrait pas de faire des ameublements urbains, des choses comme ça. Non, on devrait de faire des éléments architecturaux forts. On voit l'axe vers le palais de justice avec le talus, le déplacement de la sculpture des Jeanne d'Arc. Cette sculpture était placée auparavant au centre de la façade du palais de justice. On l'a déplacée et on l'a mis plus en bas, pour la donner une échelle plus humaine en rapport avec le flâneur qui visite l'espace. On voit aussi comment la végétation introduit ses fonds à l'espace de la place. Une vue au sens contraire. On cherchait aussi quelque esprit d'intemporalité. Je pense que les grandes places de tout le temps, surtout les places italiennes, ce sont des espaces intemporels qui ont été construites au cours du temps et qui sont en certain sens des espaces anonymes, qui sont le résultat de différentes couches qui sont produites à travers des siècles. C'est avec
ces matériaux comme les pavés en granit, les grands bancs, sans ces styles, on dirait, sans aucune référence des styles, qu'on peut faire ce type d'espace intemporel. Et ça convient pour un espace, à mon avis, comme celui de la cathédrale de Reims. Voilà les rapports entre la monumentalité de cette cathédrale, que c'est comme, on dirait même un élément déjà géographique, non? C'est comme une montagne, par rapport à l'espace de la place, beaucoup plus réduit qu'auparavant, beaucoup plus étroit et plus proportionné pour établir les contrastes avec la façade. Une vue voile d'oiseau du parvis. On a soigné aussi, comme j'avais dit auparavant, la texture des différents pavages de la place. Ici, il y a des petites dalles de différents, on dirait avec une variation de texture des couleurs, pour ne pas faire un espace trop dur. Voilà l'espace central avec les talus. Un de deux plateformes aussi avec un contraste avec les dalles les grandes dalles pour l'espace central de la plateforme et les petites dalles pour indiquer la continuité de la rue qui existait auparavant et comment la végétation émerge naturellement entre les dalles de pierre. C'est important aussi la lumière dans cet espace. Il s'agit d'une ville du Nord. Reims, c'est une ville du Nord. Donc, il y a un soleil du Nord en hiver qui renforce beaucoup la texture des matériaux. Parce que c'est un soleil très horizontal et ça donne cette qualité à la texture qu'on avait choisie. Finalement, une vue nocturne et aussi un détail de talus qui sont, on peut traverser aisément le talus, c'est-à-dire que c'est pas une place, on peut la traverser dans plusieurs sens, en la traversant pas seulement pour le centre, mais à travers le talus, etc. C'est un espace unitaire, fragmenté, mais en même temps unitaire. Finalement, je vais expliquer l'extension du conseil département et centre congrès de Troyes, que c'est aussi un projet que je suis en train de construire avec le bureau Tino Balan-Sulaika, le bureau de Reims. Nous avions gagné ce concours en 2008. Il a été un projet très compliqué parce qu'il s'agit d'un projet d'une grande dimension au centre historique de Troyes. Le centre historique de Troyes, c'est bien préservé. Il y a un rapport très soigné entre le tissu des petites maisons médiévales et de la Renaissance et les églises gothiques. Il s'agit d'une ville très ancienne, c'est une ville romaine, mais qui avait un grand développement pendant le Moyen-Âge. Il était une ville fameuse. Chrétien de Troyes, c'est un personnage très connu et lié à la ville. Et les habitants de Troyes soignent beaucoup leur patrimoine. Et par contraste avec cette patrimoine très bien conservé, il restait un grand vide où on voit dans cette diapositive un grand parking, où le conseil du département pensait de construire une extension. Mais en même temps, il voulait faire un centre de congrès, c'est-à-dire un programme très complexe. On ne voulait pas faire, d'abord, on avait réfléchi beaucoup à propos de ça,
Mais on est arrivé à la conclusion qu'on ne devrait pas faire un bâtiment au jet. On devrait plutôt faire un formant de tissu urbain. Parce que ça a été la seule manière d'avoir un rapport proportionnel avec le tissu existant dans la ville ancienne. C'était la question la plus importante. Et ce principe, on devait le maintenir. C'était un principe, disons, qui permettait d'établir le rapport plus convenable avec la ville. À part de ça, on pourrait même faire une architecture moderne, et on a fait une architecture moderne. Une architecture moderne, mais avec, disons, un langage qui permet d'introduire, avoir un rapport convenable aussi avec l'architecture ancienne, comme on verra. Mais il s'agissait d'abord d'une question d'échelle urbaine. Parce que si on faisait un objet, ça détruirait complètement la ville. Ici, on voit quelques photos de l'état originel. Dans cet îlot transformé dans un parking, il y avait auparavant un tissu urbain, des petites maisons, qui avaient presque disparu, seulement restait celle que nous voyons à droite, c'est le seul qui restait, et quelqu'un au fond. C'est un grand vide qu'on devrait reconstruire, on devrait imaginer comment on pourrait les restaurer dans un sens urbain de l'espace. Ça c'est ça c'est la place de la Libération, qu'on verra après le projet, comme déjà presque construit, il est très avancé. Et ça, c'est l'autre rue, la rue Charles-Gros, une rue plus étroite. Donc, le bâtiment était orienté fondamentalement avec ces deux éléments, la place Libération, la rue Charles-Gros, et aussi une rue qui traversait l'îlot, que ça, c'est la rue Perdue, qu'on a fait une proposition aussi pour la maintenir. Donc, la rue Perdue et la rue Charles-Gros, unies à la place de la Libération, sont l'appui de sept nouveaux tissus urbains qui ont réintroduit dans la ville. Voilà aussi une autre vue de la rue Charles-Gros avant la construction du projet. On peut s'apercevoir aussi de la grande dimension, de la grande échelle, surtout de la longueur de cet espace. Ici, c'est une référence, à mon avis, très importante. Et la référence, c'est la référence de la ville de Troyes. Les rapports qui s'établissent entre les églises gothiques et les tissus des petites maisons du Moyen-Âge et de la Renaissance. On dirait qu'il s'agit des éléments très verticaux, très à petite échelle, mais que, en revanche, il n'y a pas un contraste trop dur entre les éléments d'une échelle supérieure, comme l'échelle de l'église Saint-Jean qu'on voit ici, parce que en même temps, il y a un rapport avec le fenêtre de la nef latérale de cette église, cet élément vertical aussi de fenêtres, de grandes fenêtres, qui établissent une continuité avec les îlots construits pour de petites maisons. C'est une façon très intelligente et très, très intéressante aussi d'introduire un gros bâtiment au cœur d'un centre historique avec un sens de la proportion, avec un sens de continuité. Donc on voit aussi comment la nef centrale de cette église, on la voit pas depuis la rue. Elle est dehors, elle est, disons, dehors de la rue, et il apparaît seulement un peu caché à travers la nef latérale.
Donc ce principe, ce rapport entre les gros bâtiments, on dirait publics de l'église, et les bâtiments particuliers de petites maisons, c'est le rapport qu'on a utilisé, qu'on a établi comme principe, comme partie du projet. Ici, il y a quelques esquisses à propos de la façade sur la rue sur la place de la Libération. On a pensé toujours qu'on devrait faire un bâtiment très soigneux du point de vue de la proportion, un formant de tissu urbain, tout en rapport avec la tradition, avec la continuité de la ville ancienne. Mais en même temps, on devrait faire architecture moderne. C'est-à-dire, on devrait introduire des matériaux modernes et des compositions modernes. C'est pour ça qu'on a aussi pensé à construire avec deux éléments. Le béton armé, pour les sous-basements surtout, et pour la façade de la rue Charles-Gros, et le bois lamellé-collé, et le bois pour les menuiseries, des fenêtres, et aussi pour la couverture d'une des salles plus importantes du projet, que c'est la salle polyvalente, un espace qui sert pour les congrès, pour des expositions et pour plusieurs fonctions à l'intérieur du bâtiment. Ce sont des études, différentes études, pour voir comment on pourrait réfléchir avec la relation entre ces types de maisons anciennes qui avaient toujours un sous-bassement et après une charpente qui s'appuyait sur ces sous-bassements. Et dans cet esprit, on a pensé que le sous-bassement pourrait être construit en béton pour la place de la Libération et la charpente en bois lamellé-collé. Voilà aussi une esquisse pour les foyers de l'auditorium. C'est important aussi cette esquisse pour voir comment la salle de l'auditorium a été déplacée par rapport à la rue Charles-Gros, dans le même esprit que la nef centrale de l'église Saint-Jean qu'on avait vue. Et on a aussi fait une entrée plus bas. On a fait une entrée plus bas pour les foyers, pour aussi fournir d'une hauteur moindre, plus petite à la salle principale. Voilà le plan rez-de-chaussée. On voit les deux éléments des projets de cette forme de tissu urbain, on dirait. Il y a une structure urbaine qui est formée par la rue Perdue, qui est anneau. Cette rue qui a une courbe qui entoure le du bâtiment et à laquelle on entre à travers une porte monumentale qui forme ce petit quartier public que c'est l'ensemble du bâtiment. Et on voit les deux éléments du projet, le bâtiment administratif et qui a aussi la salle d'espace de congrès, la salle polyvalente qu'on voit dans les bâtiments administratifs à la partie haute, à gauche, le salle de congrès en bas et l'auditorium à droite. Il y a aussi une deuxième rue qui traverse les deux bâtiments et qui est permis d'unir la rue Perdue avec la rue Charles-Gros. C'est-à-dire, c'est comme ça, on forme cette tissu urbain, ce nouveau tissu urbain, et on a l'opportunité de fragmenter cet îlot trop long et trop grand, qu'avec un seul bâtiment, on n'aurait pas l'opportunité de le faire. Ici, le plan supérieur, on voit en bas le plan avec les différents patios qui organisent l'espace intérieur
avec le bureau, avec les salles de conférence, avec la salle du président. Et comment le bâtiment aussi, c'est complexe, le bâtiment administratif, parce que c'est fragmenté aussi, avec un rapport avec les espaces qui est orienté, non? C'est-à-dire la place de la Libération et la rue Charles-Gros. Et à gauche, à droite, excuse-moi, à droite, c'est l'auditorium, avec la salle déplacée par rapport à la rue Charles-Gros et avec les foyers. On voit à nous la coupe longitudinale. À gauche, la salle polyvalente qu'on avait vue dans les plans antérieurs, avec les grandes poutres de bois lamellé collé. Sur cette poutre lamellé collé, il s'appuie un autre étage pour les bureaux, avec du patio aussi. Il y a un autre patio intermédiaire entre la porte monumentale qui permet cette communication avec le bâtiment existant et l'auditorium qui est plus bas, la salle, on l'a fait un peu plus bas aussi pour ne pas faire une salle très haute par rapport à la rue. Voilà les façades. En haut, on voit une façade coupe à travers la rue perdue. On voit comment les bâtiments c'est très fragmenté. Il y a une façade particulière pour la rue perdue, avec la façade de la place Libération aussi. Il y a un rythme qui continue les rythmes même des bâtiments existants, mais avec une architecture absolument moderne. Et il y avait aussi une question de règlement, parce qu'une partie du bâtiment appartenait à un secteur sauvegardé, dont on devait respecter une couverture en pente. Et pour faire cette couverture en pente, on devait choisir entre l'ardoise et la céramique. Mais on a réussi d'introduire un élément différent, c'est-à-dire une toiture en bois. Une toiture en tavaillon de bois. Et comme ça, on a réussi à réduire les éléments, les matériaux du bâtiment à deux seuls matériaux. C'est-à-dire le béton armé et le bois. Tantôt la lamellé collé, comme le tavaillon, comme la menuiserie en bois. Et on voit aussi à gauche l'auditorium avec le volume central et les volumes latéraux, qui dans ces cas, ce sont les escaliers, deux éléments, les loges, ces éléments des services de la salle principale. En bas, on voit les rapports entre les bâtiments administratifs et l'auditorium. C'est ces rapports duquel j'avais déjà parlé à propos de l'église Saint-Jean et les petites maisons, c'est-à-dire cette rythme verticale de la salle du bâtiment administratif qui ressemble un peu au rythme des anciens îlots médiévals. Mais en tout cas, on n'a pas utilisé un recours de refaire les lotissements parce qu'il n'y avait pas aucun sens de faire ça. Mais on a fait un certain contraste avec la modulation des vides du plan rez-de-chaussée par rapport à la verticalité de menuiserie des plans supérieurs. Mais en tout cas, il s'agit d'une échelle plus modeste, plus petite par rapport à l'échelle de l'auditorium. Mais en même temps, il y a un rapport avec cette échelle plus mince, plus petite du bâtiment administratif et la verticalité des éléments, des fenêtres de l'auditorium. En réalité, de la cafétéria de l'auditorium, parce que la salle, elle devient un peu au dehors, on le voit sur le fond, et n'est pas visible depuis la rue.
On voit aussi au centre du bâtiment administratif la salle du conseil, que c'est un élément pour les élus et qui s'ouvre aussi au paysage, comme on verra. Il a une structure un peu particulière. Il a comme un vellum, par contraste avec les structures plus tectoniques de la salle polyvalente. On dirait que le bâtiment, surtout le bâtiment administratif, c'est plus léger, de plus en plus. Les étages supérieurs sont plus légers que les étages inférieurs. Voilà la maquette. On voit aussi ici la complexité volumétrique de l'ensemble qui renforce cette idée de faire un bâtiment comme un fragment de tissu, plus que comme un bâtiment unitaire du point de vue de l'objet architectural. C'est unitaire d'autres points de vue, du point de vue de la matérialité, du point de vue des rapports entre les éléments, mais pas comme un objet. Voilà l'aspect de cette vue voile d'oiseau, du bâtiment en construction. Maintenant, c'est beaucoup plus avancé, mais on voit un peu la dimension de l'ensemble par rapport au tissu des trois. Donc, on va faire maintenant, comme on a fait dans la Escolas Pies, une petite promenade pour le bâtiment. Voilà la place de la Libération avec la salle polyvalente et le bureau. C'était un render. Et la porte monumentale qui conduit, qui s'ouvre à la rue perdue, qui reste comme une rue intérieure au bâtiment. Et comment on établit ces rapports entre l'architecture ancienne et l'architecture nouvelle à travers ces principes de sous-basement et de structures en bois appuyées sur les sous-basements. Voilà cet élément déjà construit avec la grande poutre. C'est une poutre de 16 mètres de longueur qui s'appuie en des poteaux seulement, des gros poteaux. Et la structure en bois lamellé collé qui couvre la salle polyvalente. On voit ici très bien le rythme entre les hauteurs des bâtiments existants et les nouveaux bâtiments. La construction plus avancée, ce sont des photos il y a 2 semaines plus ou moins, avec les toits, la toiture en tavaillon déjà placée. On a déjà placé la gouttière, il manque la pluviale, qui sera un élément vertical placé à gauche. Voilà aussi la porte monumentale. Il sera, on va introduire aussi des vitraux faits par l'artiste Flavie Sérieux-Vincent. C'est une artiste locale, mais une artiste qui a travaillé beaucoup sur les vitraux de la cathédrale de Strasbourg, mais qui va faire des vitraux très intéressants, modernes. Voilà aussi un render de la place de la Libération avec le nouveau bâtiment et le bâtiment déjà construit avec les rapports avec les bâtiments anciens. L'intérieur de la salle polyvalente en structure et avec les grandes fenêtres qui fournissent cette poutre de cette longueur 16 mètres. Et au fond, un petit jardin qui servira on dirait d'élément de séparation entre les bâtiments anciens et les bâtiments nouveaux. Et on introduit aussi cette sensation, cet esprit d'un bâtiment aussi non finito qui finit brusquement en contact avec les tissus anciens. Une autre vue de la salle polyvalente vers l'autre côté. La rue perdue
depuis la porte monumentale, au fond de l'auditorium. On voit aussi les traitements du béton armé. On a fait le béton avec un coffrage en bois. On avait expliqué à la ville qu'il s'agissait de faire comme laisser la trace des anciens bâtiments en bois et construire avec un esprit moderne, avec un matériel moderne, mais avec la trace des matériaux anciens, c'est-à-dire du bois, qui restait, on dirait, pétrifié à travers le béton. On voit la rue perdue et l'élément des connexions entre les bâtiments préexistants et les bâtiments nouveaux. C'est un élément, on dirait, moderne, qui fait les ponts qui traversent le du bâtiment. On voit les pavillons placés, mais les pavillons neufs, c'est un matériel qui envieillit très rapidement, comme on verra, et qui donne un aspect aussi intemporel au bâtiment. Et je pense qu'avec le béton armé, paradoxalement, et avec les pavillons, on récupère cet aspect de vieillesse, d'intemporalité, qu'avec d'autres matériaux, même traditionnels, mais plus traditionnels, comme la pierre, on n'aurait pas réussi de faire. La rue transversale entre l'auditorium et la rue perdue, avec les menuiseries, on a utilisé un peu les types de menuiseries qui ressemblent un peu à celles menuiseries de las Escuelas Pías, du bâtiment nouveau des Escuelas Pías, mais plus élaborées parce qu'il s'agit aussi de donner, comme on verra, surtout dans la rue Charles-Gros, de lui donner un sens de verticalité que dans les Escuelas Pías, il n'avait pas. Voilà les pavillons déjà placés avec la texture gris qui a envahi très rapidement et la couverture de la salle du conseil qu'on verra après par l'intérieur. Un des patios, le patio principal du bâtiment administratif, aussi avec le béton armé, le bois de menuiserie et les pavillons. Ici, on voit cette vue de la rue Charles-Gros pour montrer cette continuité des rythmes entre les façades du bâtiment ancien et la nouvelle façade du bâtiment nouveau. Même avec le béton armé qui n'établit pas un contraste, mais qui établit paradoxalement une certaine continuité, même l'aspect d'un bâtiment qui a longtemps été construit. La façade plus avancée, ce sont des photos plus récentes. L'ensemble entre le bâtiment administratif et l'auditorium avec ses grandes vides de la cafétéria, avec un rythme qui ressemble un peu ce bâtiment qui est à côté d'Auguste Perret. C'est un petit hommage à Auguste Perret avec ces très belles constructions en béton que j'admire beaucoup. Ça, c'est la cafétéria, un espace d'une grande hauteur. Et avec l'escalier qui unit cette cafétéria et introduit une séquence spatiale, une promenade architecturale entre les foyers de l'auditorium et la partie supérieure de l'auditorium. Voilà l'espace du foyer. On voit sur le fond la rue perdue et la rue transversale qu'on avait déjà décrit entre la rue Charles-Gros et la rue perdue. Cet espace encore en structure, on n'a pas encore construit ces bellons. Et l'escalier qui va unir la cafétéria et les foyers, qu'on la voit encore pas construite
à droite. L'intérieur de la cafétéria, une autre vue de la cafétéria vers l'autre côté, en direction opposite. Ce sont des espaces intérieurs entre les foyers et l'auditorium. Ils seront des espaces un peu dramatiques parce que ce sont des puits de lumière qui vont illuminer zénitalement l'espace. Ils ne sont pas encore construits, mais on a un peu déjà la sensation de ces espaces qui sont à côté de la salle de l'auditorium et qui permettent d'établir cette continuité avec les foyers. L'auditorium, c'est un espace unique. Il n'y a pas une séparation entre les scènes et le gradin. Il s'agit d'un espace comme une espèce de théâtre grec. Il sera habillé avec 7 panneaux acoustiques à la partie bas et il sera comme une salle de nuit, une salle noire par la partie supérieure. Et la salle du conseil, cette salle que je disais auparavant, il s'agissait d'un espace très léger, appuyé sur de petits poteaux métalliques massifs avec un vélum qui est supporté par une structure en bois qu'on verra. Voilà les structures, voilà la salle en construction. Et on voit la salle dans ces moments plus anciens, mais qui explique mieux peut-être surtout cette fenêtre qui s'ouvre au paysage, qui sera aussi, il y aura un vrai soleil pour contrôler la lumière, mais qui donne aussi une vue sur le paysage de la ville. Et cette idée d'une structure en flottation, appuyée seulement pour des petits poteaux métalliques. Finalement, voilà une vue récente de l'ensemble. Il faut dire quand même qu'il manque aussi un vrai soleil pour l'espace de la cafétéria qui devra supplémenter cette menuiserie métallique des grands verres qu'on voit à droite. C'est tout, merci bien.